moi je n'ai plus envie. Bien. On va reprendre. Est-ce qu'on peut me relancer le compteur, s'il vous plaît? Alors, les limites planétaires, limites d'habitabilité, c'est un nouveau terme, enfin nouveau, pas tant que ça, mais ça fait déjà quelques années déjà, mais dans le discours public, y compris grand public, on a pu voir, notamment très récemment, que certaines publications scientifiques commençaient à avoir de l'écho sur ce sujet des limites planétaires, limites d'habitabilité, un concept qu'on va essayer de présenter dans cette séquence. C'est plus qu'un concept, c'est finalement la représentation de la réalité. Si je devais donner un exemple, une façon dont on en parle, notamment aux élus locaux, quand on leur dit, mais de toute façon, ces limites d'habitabilité de vos territoires, soit vous les identifiez, vous vous y préparez et vous vous y adaptez, soit vous vous les prendrez en pleine figure. Parce que, de fait, elles ne dépendent pas immédiatement de décisions politiques, de conventions humaines. C'est la physique et la biologie qui viennent s'imposer à nos conventions. Et l'exemple type, ce sont des territoires très dynamiques au niveau de l'immobilier, qui sont très attractifs au niveau résidentiel, au niveau des entreprises, mais où on coupe le robinet en été parce qu'il n'y a plus d'eau. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une politique de développement économique, d'accueil de nouvelles entreprises, de vouloir avoir beaucoup plus d'habitants si les conditions indispensables à la vie de ces habitants et de ces entreprises ne sont pas réunies à cause de ces limites d'habitabilité? Et aujourd'hui, le but de cette journée, c'est de montrer qu'on doit intégrer cette notion de limite d'habitabilité dans la planification territoriale si on ne veut pas qu'elle soit hors sol, comme l'a été quand même pendant quelques années le concept de développement durable. Alors, beaucoup de professionnels pour cette table ronde. Natacha Gondran, qui est ingénieure-chercheur, professeur en évaluation environnementale à Mines Saint-Étienne et qui est à l'origine notamment d'une publication aux éditions La Découverte avec Aurélien Bouteau qui a servi de référence pour tout un tas de monde comme moi, mes collègues. On ne connaissait pas ce qu'étaient ces limites planétaires. Je vous invite vraiment à consulter cet ouvrage. Brigitte Bariol-Matet, qui est la déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, mais aussi la vice-présidente de France Ville Durable en charge du Collège des experts. Judith Ferrando, co-directrice de Mission Publique, et qui est membre du Conseil scientifique de France Ville Durable. Et deux représentants du monde économique et de l'évolution rapide et assez impressionnante vue de l'extérieur de la façon dont le monde économique s'empare de ces enjeux. Jérôme Cohen, qui est cofondateur du Grand Défi des entreprises pour la planète et président fondateur d'Engage. France Ville Durable a été partenaire du Grand Défi et on a beaucoup appris à vos côtés. Et puis Mathias Navarro, qui est ambassadeur du mouvement Impact France, dont il va nous présenter le plaidoyer tout à l'heure, et qui est également CEO de Redman, un promoteur immobilier engagé sur l'ensemble des sujets dont on va parler aujourd'hui. Alors pour commencer, Natacha, j'ai envie de me tourner vers toi pour que je sais que c'est pas facile de résumer des publications scientifiques qui font des dizaines et des dizaines de pages en quelques minutes, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier ou familière de ce concept des limites planétaires et on a besoin que tu puisses nous faire une petite mise à jour, d'autant que je crois qu'une publication très récente t'a amené à revoir tes slides rapidement, c'était pas prévu. La parole est à toi. Merci, ah oui, ça marche. Merci de me laisser la parole. Alors effectivement, moi je viens pas du domaine des collectivités territoriales, mais de l'enseignement supérieur et la recherche, où on se pose aussi beaucoup de sujets sur ces questions-là. Et je trouvais très très intéressant de vous écouter. Donc effectivement, alors le cadre des limites planétaires, c'est un cadre qui a été développé au niveau international, sur lequel il y a très peu de Français qui travaillent dessus. Et il y a une dizaine d'années, avec Aurélien Bouteau, on s'est dit c'est quand même intéressant ce cadre qui émerge sur la scène des publications internationales.
mondiale, avec des publications très régulières dans Nature Science. Et il n'y a rien en français là-dessus, donc on a pris 2 étés pour traduire un petit peu le concept et publier un petit livre dessus. Et maintenant, je suis heureuse d'entendre que vous vous emparez du sujet. Donc, mon intervention va pouvoir être raccourcie parce que Madame Prigent, vous avez fait une super introduction au concept. Merci. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui, il est vraiment approprié. Donc, l'hypothèse du cadre, l'hypothèse de base de ce cadre, en fait, c'est le fait que la biosphère atteint des seuils critiques, non seulement au niveau d'écosystèmes localisés, ce qui est très bien documenté dans la littérature, mais également au niveau planétaire. Donc, comme on n'a pas 2 planètes pour tester à partir de quel moment on a un changement d'habitabilité de la Terre, puisque effectivement, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il cherche à définir comment se situe l'espace de vie préservé, à partir de quel moment est-ce qu'on change d'état d'équilibre. Et donc, on atteint des conditions d'habitabilité avec beaucoup plus de variabilité et donc qui sont beaucoup moins favorables au développement et à la civilisation que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, voilà, pour prendre une image imagée, cette personne, tant qu'elle est située ici, tout va bien pour elle. Si elle recule d'1 mètre, son état de santé va considérablement se dégrader. Sauf que là où se situe la frontière, là où se situe la falaise, comme on est en science, c'est pas connu avec certitude. On ne sait pas exactement à quel moment on a un changement de point de bascule. C'est un peu comme s'il était en plus dans le brouillard. Et en fait, normalement, on n'a pas le droit de venir là. Il y a des barrières. Et donc, l'idée des limites planétaires, c'est se définir collectivement des frontières pour savoir où est-ce qu'on s'arrête pour ne pas franchir ce risque de falaise. Donc, là, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais juste pour dire que ça fait l'objet de publications scientifiques et que la chose vraiment à retenir, c'est la notion d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi le seuil de bascule, on ne peut plus revenir en arrière, mais qu'il y a quand même des signaux précoces qui nous alerte pour nous dire attention, on est en train de franchir le seuil. Et effectivement, il y a 2 publications qui sont sorties cette année. Alors, les médias en ont vraiment pas beaucoup parlé, je trouve ça dommage. Il y en a une qui est sortie en mai, dont je vous parlerai par la suite, et une qui est sortie la semaine dernière, qui vient réactualiser le fameux cadre pour définir où on se situe par rapport aux fameuses 9 limites qui ont été définies depuis 2009 par Johan Rockström et Will Steven et leurs collègues. Et donc, effectivement, cette dernière publication nous dit on est en train de sortir beaucoup plus vite qu'anticipé par les scientifiques. On est en train de sortir de l'espace de vie préservé beaucoup plus rapidement que ce à quoi on s'entendait. Donc, en fait, pour moi, l'important, c'est pas tellement de dire il y a 6 variables qui ont été dépassées ou quoi. En fait, l'idée, c'est de faire le lien entre les différents enjeux. Typiquement, la biodiversité s'érode très très vite et nous rend beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Parce que du coup, s'il y a moins d'espèces, il y a moins de potentiel d'espèces qui peuvent être même plus résilients face au changement à venir. Et donc, cette publication, elle est sortie la semaine dernière. Et ce que je trouve intéressant, c'est parce qu'en fait, ce cadre, il tend, on le voit, à bien être accepté et popularisé au sein des pays du Nord. Mais il avait du mal, il peinait à s'imposer dans les pays du Sud. Et donc, à l'initiative de Johan Rockström, qui est quand même la personne qui est au cœur de ce concept, au début, c'était des chercheurs de sciences différentes, mais quand même ciblés plutôt sciences environnement, des sciences entre guillemets dures, qui publiaient toutes les publications sur le sujet. Donc, c'est le cas de la publication dont je viens vous parler. Mais depuis quelques années, ils ont associé à leur groupe de travail des chercheurs de sciences humaines et des chercheurs qui viennent plutôt du Sud. Donc, par exemple, Joyeta Gupta, qui est en bas sur l'image, Dae Kim, qui est un glaciologue chinois qui fait partie du GIEC. Et donc, du coup, il y a eu un peu il y a 2 versions un peu
qui cohabitent maintenant. Et ce que je trouve intéressant dans la publication donc, qui est parue en mai, c'est qu'elle laisse maintenant une place à la justice au cœur même de la préoccupation et ce qui reboucle vraiment avec tous les discours qu'il y a eu ce matin. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que les limites planétaires sont associées à des inégalités, des vulnérabilités croissantes qui vont principalement concerner des populations qui sont souvent les plus pauvres et qui sont celles qui ont le moins contribué historiquement au problème. Et donc, il y a besoin de suggérer des transformations nécessaires. Et le cadre tel qu'il était, il peinait un petit peu à s'appliquer au niveau local. Donc, ils ont proposé d'intégrer maintenant les limites justes et sûres du système pour 3 raisons. Pour stabiliser le système Terre, protéger les espèces et les écosystèmes, mais aussi, ce qui est au cœur, c'est minimiser les dommages significatifs aux personnes et assurer l'accès aux ressources pour une vie digne qui échappe à la pauvreté. Et donc, en définissant 3 critères de justice entre les espèces, entre les générations, mais aussi au sein même des communautés, donc entre les personnes, à l'intérieur d'une nation ou entre les différentes nations. Et donc, ils ont défini, en gros, ils reprennent les mêmes, on va dire, mais ils définissent à la fois des limites sûres, donc qui permettent d'assurer la stabilité des écosystèmes, mais aussi des limites justes. Et typiquement pour le climat, la limite juste, elle est à 1 degré d'augmentation de température moyenne mondiale, parce que déjà à 1 degré, on a des populations dont les territoires ne sont aujourd'hui plus habitables pour tout un tas de raisons que vous connaissez. Et ce qui est intéressant aussi, alors du coup là, ce qui était intéressant dans cette publication de mai 2023, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était que en fait, pour définir les limites au niveau planétaire, ils agrègent des indicateurs à l'échelle locale. Donc, ils donnent une place beaucoup plus importante à l'approche locale, et en particulier sur la biosphère, par exemple. Et pour faire le lien avec la table, enfin avec le sujet de vos journées, la question de la régénération, elle est centrale. C'est-à-dire, typiquement sur la biosphère, on voit qu'on est sorti de l'espace de fonctionnement sécurisé. Mais sur la biosphère, on peut encore revenir en arrière en régénérant, en désartificialisation des sols, afin de préserver les écosystèmes naturels. Voilà, je crois que c'est... pardon. Ouais, c'était ce que j'avais à dire. Merci. Tu peux laisser... merci beaucoup, Natacha. Pour information, France Ville Durable finance 2 thèses CIFRE sur la question des indicateurs territoriaux de ces limites qui pourraient être utilisés pour la planification territoriale. Et Natacha est une des co-directrices de nos 2 thèses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. On est absolument convaincus que le travail scientifique doit continuer et que les acteurs institutionnels, privés, publics ont tout intérêt à soutenir ce travail scientifique directement pour l'action territoriale. Alors, peut-être, aujourd'hui, vous allez entendre pas mal parler de ce donut. On peut aussi l'appeler Paris-Brest si jamais c'est trop anglicisme, etc. Ça marche aussi. Le donut, c'est une autre publication qui s'est basée sur cette première publication pour des limites planétaires et qui finalement a fait un peu la synthèse entre les deux. Et ça, c'est une représentation pédagogique. Ce n'est pas une représentation scientifique, c'est une représentation pédagogique, presque politique finalement, de la façon dont on devrait réorienter l'économie pour qu'elle soit compatible avec les différents enjeux. Et vous retrouvez ces limites planétaires, ce plafond finalement qu'on ne doit plus dépasser, parce que si on le dépasse, de toute façon, à terme, il n'y a plus d'humains, donc ça ne sert à rien. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens de continuer à le dépasser. Mais il y a aussi un plancher, et c'est ce qui a notamment été évoqué par Natacha, c'est finalement les conséquences de tout ça sur la qualité de vie, la santé, la citoyenneté, l'éducation, l'accès aux services. Et donc, ça veut dire que notre développement économique doit être strictement encadré entre ces 2 limites, qui sont les limites environnementales et les limites sociales. Et France Ville Durable devient ambassadrice du Donut Economics Action Lab, c'est-à-dire que nous sommes les représentants désormais en France du travail qui a été mené par Kate Raworth, notamment pour apporter des outils aux collectivités, aux services de l'État, aux entreprises. Et je vous propose tout de suite d'écouter un message de Kate Raworth, si la régie peut le passer. Bonjour, je m'appelle Kate Raworth, je suis auteure du Donut Economics, aussi connu que la théorie du donut. Et je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui à France Ville Durable et d'apprendre que vous vous concentrerez sur la planification de villes qui vivent
à l'intérieur des frontières planétaires. Les frontières planétaires sont bien sûr un concept central dans le donut. Et le voilà. Vous pouvez considérer le donut comme une boussole pour l'humanité dans ce siècle. Le but est de ne laisser personne dans le trou sans parvenir à l'essentiel de la vie, mais aussi pour garantir que nous ne franchissons pas les frontières planétaires. En effet, nous ne devons pas chercher à croître sans fin, mais à prospérer de manière équilibrée. Chez DEAL, Donut Economics Action Lab, nous travaillons avec les gouvernements locaux, les entreprises, les communautés et bien plus encore pour mettre en pratique les idées du Donut Economics. Et plus de 70 gouvernements locaux dans le monde explorent et mettent ces concepts en pratique, notamment à Grenoble, à Amsterdam, Barcelone, Bad Nauheim, Glasgow, Ipoh, Mexico City. Nous sommes ravis que France Ville Durable vont utiliser les concepts du Donut Economics dans des municipalités à travers la France. Et nous sommes impatients d'apprendre avec vous comment provoquer les transformations qui exigent ces temps. À vos discussions et à vos projets. Donc à suivre la nouvelle collaboration qui s'engage avec ce laboratoire. Brigitte, la territorialisation des limites planétaires, c'est aussi quelque chose qui n'est pas complètement nouveau pour les agences d'urbanisme, pour la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et c'est quelque chose qui est en train de prendre une toute nouvelle ampleur, y compris au niveau international. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonjour à toutes et à tous. Alors merci Natacha d'avoir résumé les limites planétaires. Et puis c'est quand même une performance d'avoir eu le témoignage de Kate Raworth. Bravo. Et effectivement, ce corpus scientifique qui est en train de se construire pose deux questions. La question du niveau local. Est-ce que ça peut être un corpus opérant pour les politiques territoriales? Et quelles questions peuvent être liées? Et puis, un autre questionnement, c'est est-ce que ça peut être aussi un corpus opérant pour les plaidoyers internationaux et pour les changer? Alors, au niveau du local, effectivement, comme elle l'a un petit peu dit, un certain nombre de collectivités, d'experts, d'agences d'urbanisme se saisissent de ce concept pour fonder leur politique territoriale. Ce peut être des politiques sectorielles, et notamment la question de la limitation de la ressource en eau a obligé à se poser la question des limites de ressources au niveau local sur cette frontière-là. Et puis, des collectivités fondent plus leur projet territorial sur le donut et sur la manière de à la fois respecter ces limites environnementales et ce socle des 12 besoins ou droits sociaux qu'il représente. Alors c'est effectivement le cas d'Amsterdam. Elle a cité la ville de Grenoble qui a basé un projet dessus. La communauté d'agglomération de Romans aussi y travaille. Et dans la planification, certaines agences d'urbanisme commencent à poser ce socle méthodologique. Par exemple, le SCOT Sud-Loire, qui est le SCOT autour de Saint-Étienne, en lien d'ailleurs avec l'école des mines, travaille sur cette dimension. Alors, bien sûr qu'il doit poser beaucoup de questions en termes de données, lesquelles mobiliser. Et Natacha me disait il y a quelque temps que dans cette nouvelle approche, il y a des données de plus en plus fines, donc
plus utilisable au niveau local, et puis à quelle échelle travailler sur ces limites des ressources, et ça pose la question aussi de quelle réciprocité territoriale imaginer pour l'objectiver. Donc on sent qu'il y a un énorme travail qui s'engage sur cette question. C'est aussi un enjeu au niveau national, puisque le CGDD, le Commissariat général au développement durable, avait basé son analyse des enjeux environnementaux sur le concept des limites planétaires en 2019. Et il y a aussi un travail en cours actuellement pour avoir cette approche un peu nouvelle. Donc c'est vraiment un travail en cours qui émane d'initiatives très diverses, et pour essayer de le donner à voir, la Fédération des agences d'urbanisme, qui a un partenariat avec Gallimard Alternative, s'est engagée dans une publication, un point FNO, qui sortira début 2024 pour montrer la diversité justement de ces initiatives autour des limites planétaires et de la manière de se saisir de ce concept. Et puis, autre questionnement, au niveau international, est-ce que c'est un cadre qui peut, dans les plaidoyers internationaux, renouveler les questionnements ? Là aussi, nous sommes particulièrement impliqués sur ce sujet dans le cadre du partenariat français pour la ville et les territoires, qui est la plateforme qui prépare les contributions des acteurs français pour les forums urbains mondiaux et la contribution à l'agenda urbain, dont l'AFNO porte le secrétariat technique. Et parmi les groupes de travail qui vont préparer le prochain forum urbain qui se tiendra au Caire en 2024, qui porte beaucoup sur l'adaptation, sur l'habité, il y a un groupe sur les limites planétaires qui est animé par et avec France Ville Durable. Et là aussi, une mobilisation très intéressante pour se questionner sur la manière dont ce concept peut renouveler les principes qui sont les principes onusiens actuellement des objectifs du développement durable qui s'arrêtent en 2030, donc c'est demain, et la manière peut-être d'aller plus loin dans une approche qui soit moins sectorielle, moins segmentée, plus transversale. Et effectivement, on voit que si l'enjeu de la décarbonation est un peu la mère des limites et des batailles, et sans doute la plus connue et médiatisée, les autres limites font l'objet de plus en plus de préoccupations, et y compris d'engagements internationaux témoin les engagements qui ont été pris sur la biodiversité. Il y a eu aussi un sommet onusien sur l'eau. Peut-être qu'il y en aura-t-il un sur les sols bientôt. Mais on sent ce besoin d'approcher ces limites de façon plus globale, et aussi dans leur transversalité, et aussi de les mettre en lien avec ces enjeux des besoins fondamentaux humains, c'est-à-dire de trouver un lien en fait entre inclusion et sobriété, et quelque part ce concept des limites planétaires, ce concept des donuts nous invite un peu à dépasser l'oxymore du développement durable, et, puisqu'on en est à la régénération, régénérer nos concepts pour aller plus loin que les objectifs du développement durable. Bravo. Jérôme Cohen, le point de vue de l'entreprise. Bonjour. Donc je parlais du grand défi des entreprises pour la planète tout à l'heure. Quelques mots, mais tu compléteras. Une centaine d'entreprises, combien ont été 100 tirés au sort, exactement, ouais. Et qui ont été tirées au sort. Et je pense que c'est ça le plus intéressant de la démarche, c'est-à-dire c'est pas des gens déjà convaincus et déjà intéressés par le sujet qui sont réunis pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Ce sont des chefs d'entreprise ou des salariés, tu vas nous préciser, qui se sont réunis pendant près d'un an, qui se sont formés, qui n'étaient pas forcément acculturés à ces sujets, et France Ville Durable a été partenaire de cette démarche, et moi j'avoue avoir été épaté par Mais tu peux. par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, notamment
il n'y a pas que le carbone. Je crois que ces entreprises n'ont pas parlé que de carbone, loin de là. Et puis vous avez élaboré 100 propositions très concrètes, très opérationnelles pour faire évoluer l'économie. Et je crois que c'était pas très loin de cette question des limites. Est-ce que tu peux nous en parler ? Absolument, c'est magistralement résumé, je te remercie. Non, globalement, oui, tu as tout à fait raison. On s'est un peu inspiré de la Convention citoyenne pour le climat, sauf qu'on l'a adapté au monde économique. Donc 100 entreprises tirées au sort, et à l'intérieur de ces 100 entreprises, une représentation de dirigeants, de salariés et d'actionnaires. Pour moi, c'est fondamental. Ce qui est important aussi, c'est qu'on avait 100 partenaires. D'ailleurs, il y avait Impact France, avec qui on remonte un plaidoyer maintenant avec Engage sur la biodiversité, France Ville Durable, et puis WWF, mais aussi des syndicats, etc., des institutions comme l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, etc. Je pense que c'est fondamental dans tous ces travaux, c'est de travailler vraiment de façon écosystémique. C'est un mot un peu barbare, mais il parle bien. Et puis avec des territoires, puisqu'on avait 5 territoires, plus Paris, qui nous ont accueillis. Voilà, les villes de Caen, les villes de Grenoble, les villes de Montpellier, etc., etc. Et donc, on est arrivé à faire émerger 100 propositions. 50, pour faire simple, peuvent être mises en place, ces propositions, par les entreprises elles-mêmes. Et 50 ont besoin ou concernent les pouvoirs publics, donc des normes, des réglementations, etc. Et en fait, je pense que nous, on avait vraiment choisi de travailler sur le climat et la biodiversité. Pour nous, c'est fondamental, pour plein de raisons que tu as évoquées d'ailleurs. On ne peut pas travailler sur l'un sans travailler sur l'autre. Et ensuite, maintenant, notre travail, c'est de porter ce plaidoyer pour qu'à la fois les entreprises et les territoires portent ces propositions, puisque contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, Engage notamment, on travaille beaucoup avec les citoyens, avec les territoires, avec les entreprises. Donc, pas uniquement avec les entreprises, et pour nous, c'est fondamental. Bref, on est arrivé à 100 propositions qui toutes concernent la question des limites planétaires. Et après, si tu as 2 secondes, je parlerai de concept de régénération, qui me chatouille un peu. Mais sur juste le point des propositions, tu m'as demandé d'en choisir 2-3. Je pourrais en choisir une, par exemple, qui était celui de la comptabilité triple capitale, qui est intéressant parce que il s'adapte, enfin il peut être appliqué bien sûr par les entreprises, mais certaines villes, certains territoires commencent à s'en emparer, notamment le territoire de Grenoble, même si aujourd'hui tout ça est extrêmement balbutiant. Pour comprendre ce que c'est, donc l'idée de la proposition, c'est d'appuyer pour que la comptabilité triple capitale soit appliquée par les entreprises à l'horizon 2030. C'est extrêmement ambitieux, mais en fait, les entreprises formées sont arrivées à vraiment un niveau de radicalité, au sens premier du terme, que moi j'ai trouvé extrêmement régénérant pour le coup. Ça veut dire quoi finalement la comptabilité triple capitale ? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes tous des spécialistes ou pas. Qui est spécialiste absolu du sujet ? Bon, ok, donc je peux développer. Je ne suis pas vraiment, mais je m'y suis intéressé. En fait, pour mieux le comprendre, je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu outrancier et provocateur, mais c'est fait exprès. Prenons l'entreprise Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca-Cola. Ouais. Bon, son chiffre, enfin sa valorisation, sa valeur économique, aujourd'hui, c'est 270 milliards de dollars. Okay, c'est ce que ça vaut. Bon. Après, on peut s'interroger sur l'activité et sur l'impact, les dépendances et l'impact de Coca-Cola sur la nature. Et je vais prendre 3 exemples. 1, la dimension sociale. Aujourd'hui, l'obésité, le coût de l'obésité aux États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars par an. Là-dedans, combien pèse Coca-Cola ? 5, 10%, à mon avis, pas mal. Multipliez ça à l'échelle du monde. Vous savez qu'en Amérique du Sud, par exemple, maintenant, il y a certains pays où les femmes donnent du Coca-Cola et non pas du lait à leur bébé, parce que ça coûte moins cher. Premier exemple. Enfin, première notion. Deuxième notion, prenons plus la biodiversité ou l'impact environnemental. Aujourd'hui, Coca-Cola produit... Alors, je ne vais pas faire de quiz, je vais aller vite. Dans le monde, il y a 470 milliards de bouteilles en plastique qui sont produites par année. 470 milliards. 25% à peu près, tu me diras si j'ai raison, sont recyclés. Le reste finit incinéré dans l'océan ou enfoui. À l'intérieur de ça, Coca-Cola, c'est 25%, donc 120 milliards de bouteilles d'eau. Quel est l'impact sur le monde ? Et comment l'estimer de Coca-Cola. 3e niveau peut-être, je vais faire un quiz. Savez-vous combien il faut de litres d'eau pour produire une bouteille de 0,5 centilitres de Coca-Cola ? Depuis la production de la bouteille en plastique jusqu'à la distribution. 3 litres, mon cher Sébastien, tu es très ambitieux. Non,
comme ça. 3 litres, c'est pour un en litre, je passant. crois. Non, c'est pour la bouteille d'un litre. Bah écoute, attends la réponse. Non? Comme ça, aux vitesses? Non? 50. On n'est pas loin, 35,8. Ok, donc c'est pour ça que le maire, ou la mairesse, je crois d'ailleurs, de Grigny, a refusé. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a considéré ça, prenons par exemple l'impact sur le climat. Passé, ce qu'appelle la dette écologique d'un groupe comme Coca-Cola, ou présent. Qu'est-ce que ça produit comme gaz à effet de serre de produire peut-être des Coca-Cola, etc. Tout ça évidemment estimé. Pour faire simple, je vous demande maintenant, vous avez vu la valorisation de Coca-Cola, c'est 270 milliards de dollars. Après que je vous ai partagé ces chiffres-là, Coca-Cola, ça vaut combien selon vous? Pareil, on fait un quiz. Ça vaut combien? C'est la valorisation. Mais c'est la même question, vous avez bien raison. Ça vaut combien? Non, valorisation, combien ça devrait valoir? Combien on devrait l'estimer au niveau sociétal et économique? 0? 50? Ok, pourquoi pas? Ok, bon, bref, vous avez bien vu. La question, c'est de dire que finalement, si on prend en considération ces questions sociales et écologiques, eh bien, la valorisation des entreprises et donc tout le fonctionnement de l'économie ne tient pas. Donc la comptabilité et triple capital, peu importe, il y a différentes appellations, est fondamentale parce que ça permet de questionner finalement qu'est-ce qu'on entend par économie, qu'est-ce qu'on entend par modèle capitaliste, comment on mesure, quels sont les indicateurs. Si on ne prend pas en compte cette comptabilité triple capital, on peut faire joujou avec tous nos trucs de baisse d'impact, etc. On ne fera rien. Et c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a énormément d'affrontements fondamentaux entre la vision européenne, l'Europe s'engage énormément sur ces questions-là, en travaillant sur ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire la dépendance des entreprises, mais aussi leur impact sur l'environnement, alors que la vision anglo-saxonne, voilà, eh bien, elle travaille malheureusement uniquement sur la question de la dépendance et pas sur l'impact. Donc c'est vraiment sur ces sujets que va porter le débat et que va réussir ou pas possiblement la transition. Le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça fait partie des mesures absolument fondamentales. On en a eu d'autres comme ça. On a évidemment des mesures sur l'artificialisation des sols, etc. Et ce qui était fondamental, et c'est ce qui est, je pense, petit message à faire passer, c'est que, en fait, dans ce que tu as très bien dit tout à l'heure, je pense que dans les personnes qui participaient, il y avait un tiers qui n'avait jamais quasiment entendu parler de ces sujets-là, un tiers qui étaient des convaincus, qui avaient vraiment envie de venir quand on les a tirés au sort, elles étaient hyper heureuses, si tu veux, et puis un tiers, plutôt, on va pas dire climato-sceptique, mais comme aujourd'hui, des dialistes. C'est-à-dire, et il y en a plein, pardonnez-moi, mais j'interviens 3 fois par semaine dans les clubs de dirigeants des chaque chacun. Quand j'entends que le changement de conscience est opéré, non, mais vraiment pas. Que tout le monde en a entendu parler, oui. Que les gens ont envie de se mettre en action et que les entreprises se soient mises en action, non. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises du CAC 40 qui sont alignées sur les accords de Paris? Fin 2022, il y en avait 3. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y en a 4. Qui sont alignées dans leur trajectoire, dans leur ambition, pas dans ce qu'elles font. Donc dire que les entreprises sont aujourd'hui, ont initié le chemin à 99%, c'est faux. Et c'est pour ça, par exemple, que le mouvement Impact France, je pourrais en parler juste après, je vais être trop long, mais est fondamental. Parce que quand vous discutez aujourd'hui avec d'autres représentants du monde économique, il faut avoir fait beaucoup de méditation pour rester calme. Parce qu'en fait, tout ça n'est pas engagé et tout ça a besoin aujourd'hui d'être nourri avec de la formation. J'en viens là, juste ma fin. C'est que ces entreprises qui n'y connaissaient rien ou ces personnes qui n'en connaissaient rien, au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, on les a vues changer. Elles avaient enfin la capacité à comprendre le sujet et à se mettre en action, et elles le font aussi dans leur propre entreprise. Mais globalement, heureusement qu'il y a des mouvements comme Impact France qui prennent le relais, parce que sinon, on est très 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 loin du compte. On va y revenir avec Mathias juste après. Merci Jérôme. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que les entreprises ont bifurqué. Par contre, on peut dire que des entreprises ont bifurqué. Le pourcentage, Mathias nous précisera tout à l'heure peut-être, mais je voudrais quand même me tourner vers Judith Ferrando.
revenir sur cette question, finalement, là on a abordé des choses même un peu techniques, la comptabilité triple capitale, le cycle de l'azote et du phosphore, etc., et les habitants dans tout ça. Comment, cette notion d'embarquer les habitants, on a vu que les habitants étaient a priori, ça dépend lesquels, peut-être prêts à 92% à des changements de comportement. Toi, tu travailles au quotidien avec les habitants dans des démarches de participation citoyenne. Tu as notamment participé à cette grande aventure de la Convention citoyenne pour le climat. C'est ton quotidien de parler de ces sujets avec les habitants. Est-ce qu'on est hors sol, là, quand on parle de nos limites, du plafond, du plancher et comme, surtout, peut-être que tu feras le constat qu'on est hors sol, mais ce qu'on a envie d'entendre, c'est comment faire pour ne plus l'être et faire avec et par les habitants plutôt que rester dans nos petits conclaves professionnels. Que penses-tu de tout ça ? Merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je co-dirige une structure qui s'appelle Mission Publique et ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne les collectivités, les pouvoirs publics, les parties prenantes dans le fait d'opérer un changement, une transformation des gouvernances, mais aussi de l'action pour aller vers les transitions écologiques. Donc, j'ai accompagné effectivement la Convention citoyenne pour le climat, des conventions citoyennes locales, notamment celle d'Est Ensemble sur le climat et la biodiversité. On accompagne en ce moment l'Assemblée citoyenne permanente de Bruxelles sur le climat. Et on a aussi accompagné des expérimentations très intéressantes de territoires qui essayaient de faire travailler ensemble, là non pas les citoyens, mais les parties prenantes pour accélérer la transition, comme par exemple l'Assemblée climat et transition énergétique en Centre-Val de Loire. Donc c'est à partir de ça que je vais vous raconter ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu. Et donc je vais vous raconter déjà la fin du film. Enfin, s'il y a deux messages que j'aimerais faire passer, c'est oui, la notion de donut peut devenir une boussole extrêmement opérante pour les territoires. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, déjà parce qu'effectivement, c'est des concepts qui se sont diffusés très récemment en France, qu'on est loin d'avoir eu ce passage à l'action des uns et des autres, et qu'en fait, c'est surtout ça pourrait être une excellente occasion de mettre en dialogue autour de la table les décideurs, les acteurs économiques et les citoyens, comme ça se fait quand même insuffisamment. Il y a, je pense, aujourd'hui beaucoup trop d'expériences en silo. On fait des conventions citoyennes pour les citoyens, des conventions pour les entreprises. Il y a quelques expériences qui croisent les regards, y compris avec les experts, mais pas suffisamment. Or, la question de la boussole, si on va essayer de construire cet espace sûr au sein de chaque territoire, sûr et juste, ça se pose la question de qu'est-ce qu'on continue à faire, qu'est-ce qu'on ne fait plus, et comment finalement ça devient l'alpha et l'oméga du pilotage de l'action publique, mais aussi de l'action privée. Et pour que ça le devienne, ça va nécessiter des compromis nouveaux, des compromis pas forcément facile, ça va décider de revoir le modèle économique dans lequel on est. Et là, j'ai été très contente, Jérôme, d'entendre ce que vous avez dit. On n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Et effectivement, il y a eu depuis 25 ans une surenchère, je fais exprès de dire ça, une sorte de boulimie de concepts. On est passé de développement durable, transition écologique, est-ce qu'on dit transition ou transformation écologique? Est-ce qu'on parle de bifurcation? Est-ce qu'on parle de réorientation? Et en fait, tous ces concepts avaient tous, à un moment donné, une forme de validité. Là, on est sur quelque chose d'intéressant parce que quelque part, ça se décentre de l'homme. On regarde la planète telle qu'elle est et telle qu'elle fonctionne dans cet équilibre qui est mis à mal par 200 ans d'activité humaine. Et on regarde finalement comment on peut continuer à vivre dans une planète à plus 1 degré, mais vraisemblablement plus 3,5 degrés. Et à y vivre d'une manière la moins mauvaise possible. Donc c'est en soi un concept intéressant, mais aujourd'hui, finalement, j'interviewe aussi beaucoup auprès des élus, et je rejoins ce que disait Virginie tout à l'heure, beaucoup d'élus aussi ont l'impression que quelque part, il y a un matraquage de concepts. Au fond, c'est pas grave, c'est quoi le prochain concept? Donc il y a une forme de climato-relativisme je trouve qu'on voit de plus en plus dans les territoires. Alors maintenant que j'ai dit ça, l'idée c'est pas de partir d'ici déprimé, c'est de vous dire pourquoi ça peut faire sens, en fait vraiment pour les citoyens. Et je voulais vous raconter quelques éléments. D'abord, la première bonne nouvelle, c'est que cette notion d'espace sûr et juste entre les limites de la planète et nos besoins essentiels, ça permet pour les citoyens d'abord de sortir d'une forme de monomanie purement carbone. Hein. C'est facile, le carbone, ça se mesure facilement. Par rapport aux autres limites. Mais pour autant, ça oblitère les enjeux du vivant.
Et déjà, la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, avait remis en cause le mandat qui avait été confié par le gouvernement en disant « Mais est-ce que finalement, c'est uniquement la question du carbone qui est importante? Pourquoi on ne parle pas biodiversité ?» On leur dit « C'est pas la bonne convention pour ça. » Il n'empêche que les citoyens, vous savez, ils sont revenus par la fenêtre, c'est-à-dire que dans leurs propositions, ils ont fait beaucoup de propositions autour de la notion d'écocide, autour de la police environnementale, qui justement intégrait cette dimension du vivant, de la biodiversité, des ressources. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que spontanément, des citoyens qui ont la formation sur les sujets font le lien entre tous les enjeux environnementaux actuels. Deuxième chose, ça pose frontalement la question de la justice sociale et des enjeux de répartition des richesses et d'usage juste ou non des ressources. Et ça fait extrêmement sens, parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ils ont, c'était tout à l'heure dit dans ce que Guénel présentait comme résultat, le sentiment qu'on n'agit pas suffisamment. Il y a une forme de, parfois un peu de désespoir. Même s'ils ont conscience qu'il faut bouger, ils se sentent que ça ne va pas assez vite. Et donc, se regarder ça directement, c'est vraiment une manière, je trouve aussi, de retendre la main à des citoyens qui n'ont pas forcément tous envie qu'on leur parle d'écologie, parce qu'ils ont le sentiment que ça a été manié comme quelque chose de punitif. Je ne dis pas que ça l'est, je dis c'est le sentiment que ça a pu avoir, alors que rentrer par cette question de l'inégalité fait sens. On a accompagné avec Mission Publique une recherche européenne qui s'appelle YouCommit sur comment massifier la délibération sur les enjeux climat. Donc une recherche qu'on a menée dans 5 pays avec des universités. Et je me suis retrouvée à aller voir des lycéens de Villetaneuse et qui étaient en fait dans la phase pilote du projet. Et quand je leur disais, finalement, la transition écologique, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand je te parle de ça, des lycéens en lycée pro, ça leur disait pas grand-chose. Pour eux, c'était le problème des autres. Ou alors, c'était juste, faut mettre les bouteilles à la poubelle. Par contre, quand on leur parlait inégalité sociale, ça les remuait. Et donc, je trouve que c'est une bonne manière, parler des quartiers populaires, finalement, de venir dialoguer autrement. Ça, c'était un point. Autre point aussi, par exemple, on a accompagné pour le débat public la CNDP, un débat public sur l'eau potable en Île-de-France en juin dernier. Il y a eu 50 jeunes tirés au sort de moins de 25 ans pour discuter, ça s'appelait l'atelier de la relève, quels enjeux pour l'eau potable en Île-de-France. En une demi-journée, nos jeunes citoyens, ils avaient explosé le cadre, parce qu'ils n'avaient pas envie de parler que de l'eau potable, mais ils disaient finalement, c'est quoi la ressource en eau d'ici 2050 ? Quels sont finalement les principes de justice qui vont faire qu'on va répartir de l'eau quand demain on va devoir rationner ? Et aussi comment là-dedans on prend en compte le vivant, les bestioles qui vivent dans la rivière, la faune et la flore. Il n'y a pas que nous qui avons besoin de cette ressource en eau. Et enfin, dernier point, est-ce qu'on peut encore continuer à utiliser de l'eau potable pour des activités qui ne le nécessitent pas ? Donc en fait, cette interpellation sur aussi nos politiques publiques, elles arrivent extrêmement vite. Donc ça interroge fondamentalement la soutenabilité de nos modes de vie. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que d'abord, ça interroge notre mode économique, mais quand on parle de mode de vie, c'était ça la dimension que je voulais apporter par rapport à la discussion précédente sur la question des aspirations, des comportements. Il y a la question des modes de vie, et ça permet aussi une discussion collective. Comment on a envie de vivre ? Ça permet de se dire comment on trouve la mise en discussion entre ce que je peux faire dans mon jeu de contraintes en tant qu'individu, avec l'endroit où je vis, qui ne m'offre pas les mêmes possibilités partout. C'est pas pareil si j'habite en région parisienne, c'est très facile de me passer la voiture. Ça serait plus compliqué si j'habitais en plein milieu de la Loire, par exemple, le département, j'entends. Bien sûr, pas la rivière, ça serait encore autre chose. Et aussi, bien sûr, nos revenus. La question des modes de vie, elle est intéressante parce qu'elle oblige, il y a un très bon dossier de Millénaire 3, la revue de prospective je vous conseille, sur les modes de vie, qui dit, non, si on veut que ça bouge, la soutenabilité, il faut faire bouger en même temps l'organisation de la société, c'est-à-dire à la fois la régulation, ce que fait les pouvoirs publics, l'action des collectivités locales, mais aussi l'action du monde privé, qui organise aussi la société. Faire bouger donc en même temps organisation de la société, infrastructures qui nous permettent d'avoir des choix ou pas de choix, donc la fabrique de la ville, nos comportements et habitudes individuelles, et enfin les valeurs de la société. Et ça aussi, je boucle là-dessus, je trouve que c'est très intéressant dans les limites planétaires et dans le donut, c'est que ça nous oblige à sortir de ce qui en fait est notre imaginaire collectif depuis relativement longtemps, mais beaucoup plus depuis les 30 Glorieuses et le sortir de la guerre, qui est cette vision d'une société de l'abondance et de l'accumulation matérielle. Et donc cette sortie d'une logique d'une croissance par les volumes et par l'enrichissement, et aussi là une transformation profonde de notre société qui s'amorce. Merci beaucoup Judith. Mathias Navarro, pour présenter le mouvement Impact France, donc une organisation patronale, qui se revendique comme une organisation patronale, engagée
sur les sujets dont on parle depuis le début de la journée. Donc ça serait intéressant que vous puissiez nous parler du plaidoyer, du mouvement. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est peut-être votre pratique en tant que chef d'entreprise, puisque vous êtes également directeur de Redman France, qui est un promoteur immobilier. Donc ici, vous savez que France Ville Durable, on est quand même dans le monde de la construction, de l'aménagement, de l'immobilier. Donc je pense que ce qui va intéresser pas mal des personnes qui sont dans cette salle, mais aussi qui nous suivent en ligne, c'est de savoir comment vous appliquez dans votre entreprise et à vos métiers ce que vous défendez au sein de l'organisation Impact France. C'est à vous. Merci, merci beaucoup. Puis merci pour la rampe de lancement de tout à l'heure, Jérôme. Alors pourquoi parler d'entreprise ici parce que les entreprises, elles ont une immense responsabilité dans la situation. C'est un peu le bras armé quand même du système capitaliste dans lequel on le vit. Et elles sont à l'origine aussi beaucoup des imaginaires. Tout à l'heure, on en a parlé un peu des imaginaires. Les entreprises participent très très fortement des imaginaires. Donc il y a cette très forte responsabilité. Et aussi, il y a cette opportunité énorme parce que les entreprises peuvent être aussi le terreau de changements importants, notamment grâce à quelque chose que n'ont pas les collectivités, l'État, etc. C'est leur souplesse. Et donc elles peuvent très très vite changer quand elles décident de le faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors c'est quoi le mouvement Impact France? C'est quelques pionniers qui sont désormais quelques milliers. On représente 15 000 entreprises aujourd'hui qui ont décidé d'essayer de changer leurs pratiques. Je reviendrai sur le mot « essayer » parce que ça dépend beaucoup aussi de l'écosystème dans lequel on vit, mais qui changent leurs pratiques, qui essaient d'avoir beaucoup plus d'impact au quotidien et qui surtout en appellent au gouvernement et en appellent à toutes les collectivités pour pouvoir changer le cadre dans lequel on travaille tous, parce que ce cadre, forcément, il détermine beaucoup de choses. Et aussi, pourquoi on parle des limites planétaires? Parce que on dit quand même, on entend encore très souvent, et je rejoins tout à fait ce qui s'est dit tout à l'heure, on fonce dans le mur, on fonce dans le mur. Non, on fonce plus dans le mur. En fait, on a totalement percuté ce mur, et je pense que l'histoire retiendra que ça fait longtemps qu'on l'a percuté. Aujourd'hui, on doit savoir un peu ce qui nous reste à sauver dans la maison. Honnêtement, on en est là, je pense. Et savoir aussi comment on s'adapte pour le futur. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on travaille au mouvement Impact France. Alors, pour le mouvement, c'est quoi une entreprise qui a changé un peu de peau et qui décide de se bouger un peu son activité? Donc on a quatre piliers importants, qui est celui du partage du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. C'est extrêmement important. Le partage du pouvoir, il fait qu'on va notamment travailler beaucoup avec nos parties prenantes qui vont faire partie de la gouvernance. Et on sait que les entreprises qui ont fait ce chemin prennent des décisions qui sont beaucoup plus en ligne avec les accords de Paris notamment. Partage du pouvoir, partage de la valeur, qui est extrêmement important, intégrer les salariés et toutes les parties prenantes dans le partage de valeur. On en parlait tout à l'heure avec la comptabilité triple capital. Et également intégrer dans la raison d'être des sociétés la transition environnementale et la transition sociale comme deux faces d'une même pièce et vraiment intégrer dans la stratégie des sociétés. Donc, le mouvement Impact France, initialement, c'était beaucoup tourné autour du monde de l'ESS. Donc, c'est toujours, on a énormément de membres qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Mais on y a intégré énormément d'entreprises en transition, c'est-à-dire qui ont commencé à intégrer dans leur mission, dans leur concept, dans leur concept, le fait d'avoir beaucoup plus d'impact en matière environnementale et sociale. Redman en fait partie, mais on a énormément d'entreprises qui nous rejoignent, et si des entreprises sont ici présentes, n'hésitez pas à me solliciter. On fait de la gouvernance beaucoup plus inclusive, ça j'en ai parlé, et on a intégré un impact score, on a créé un impact score qui est un référentiel à 360 degrés qui permet aujourd'hui aux entreprises de déterminer si ou non elles sont en ligne avec les accords de Paris, avec le fait d'avoir beaucoup plus d'impact, et surtout, si elles ne le sont pas, de pouvoir tracer un chemin d'amélioration et un tableau de bord d'amélioration de leur structure. Cet impact score, il porte sur les externalités positives et négatives de l'entreprise, sur le partage du pouvoir et de la valeur,
et sur la stratégie à impact de l'entreprise, notamment en lien avec les ODD. On est en lien avec les collectivités publiques. On a la chance d'avoir notamment la région Occitanie qui a décidé de donner ces aides publiques uniquement aux entreprises qui auront publié leur impact score. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça fait bientôt 1 an que c'est en place, ça n'a pas encore été annoncé, ça va l'être bientôt. Donc les aides publiques, et c'est un de nos combats, je vais venir sur nos combats, c'est l'éco-conditionnalité des aides. Et dans la région Occitanie maintenant, on ne peut plus obtenir d'aide publique sans avoir publié son impact score. On n'en est pas encore au stade où il faudra avoir un certain niveau d'impact score. J'espère qu'on y arrivera un jour. Mais il faut déjà au moins l'avoir fait et l'avoir publié. La dernière grande entreprise à l'avoir fait, c'est EDF. Donc on s'enorgueillit d'avoir EDF qui s'est intéressé à ces sujets. L'appel au gouvernement et l'appel à toutes les collectivités, c'est aussi lié au cadre. Aujourd'hui, le rôle de l'État, il est extrêmement important. Le maire de Laval disait on s'achemine, on espère, vers les 50 régénératrices, mais ça va dépendre aussi d'un cadre réglementaire, fiscal, etc., qui sera mis en place. Aujourd'hui, ça sera annoncé la planification écologique. On verra bien ce qu'il en ressort. Attendons. Et je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Mais aujourd'hui, le système global économique, il est organisé autour de nous, ce qu'on appelle au mouvement Impact France, la primovis. La primovis, c'est quoi? C'est un avantage concurrentiel qui est donné aux mauvaises pratiques. On a en permanence faire mieux, faire moins, etc. Ça coûte faire local, ça coûte toujours plus cher que faire as usual, je dirais. Et c'est ça quand même le problème fondamental de notre organisation. Donc, on appelle à des sujets d'éco-conditionnalité des aides et on en appelle aussi à une fiscalité qui soit dépendante de l'état d'avancement des entreprises sur ces sujets, une fiscalité comportementale. On pourrait notamment très bien envisager que le taux d'IS soit différent, donc d'impôt sur les sociétés, soit différent sur les bénéfices, que ces bénéfices soient redistribués à des actionnaire ou que ces bénéfices soient intégrés à l'entreprise, réinvestis, alors soit en hausse de salaire, soit en R&D à l'intérieur de l'entreprise, etc. Ce serait tout à fait possible et aujourd'hui c'est une des particularités qu'on pousse avec le mouvement Impact France. Voilà un petit peu pour le mouvement. Vous m'avez interrogé aussi sur comment ça se passe au quotidien chez moi, parce que je n'ai pas que cette casquette. J'ai créé une société de promotion immobilière il y a 17 ans maintenant, qui a 200 salariés en France et en Afrique. On est, donc ça s'appelle Redman, on est spécialisé dans le développement de projets très engagés en matière notamment environnementale et sociale. Nous sommes devenus une entreprise à mission il y a 3 ans. Et nous avons obtenu le label B Corp aussi il y a 3 ans, qui est un label assez engagé sur les problématiques dont on parle aujourd'hui. Alors déjà, il faut faire le constat de pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Nous, on a fait le constat il y a très longtemps maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, que le secteur, alors je ne parle pas que de l'immobilier, mais du secteur du BTP en général, c'est forcément le très mauvais élève de la classe. Il y a 3 mauvais élèves dans la classe. Il y a l'alimentation, il y a le transport et il y a le BTP. Une fois qu'on a réglé ces 3 problèmes, je pense qu'on aura très avancé. Le BTP, alors selon la police, selon les organisateurs, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 40% des matériaux utilisés dans le monde, c'est 40% de l'énergie. Et en France, tout confondu, c'est 75% des déchets. Tout confondu, c'est entreprises et particuliers confondus. Le secteur du BTP en général produit 75% des déchets. Donc quand on a pris conscience de ça, on se dit, soit on reste dans cette droite ligne et on continue comme toujours, soit on essaie de faire les choses autrement. C'est pas simple. De nouveau, le contexte global est très très déterminant sur la façon dont on peut changer les choses. Heureusement en France, et ça je tiens à le dire, on a une réglementation qui est extrêmement avancée sur la partie notamment construction neuve avec la fameuse RE 2020 qui va bientôt passer en 25. Donc là-dessus, il faut s'enorgueillir d'être très très à la pointe sur ces sujets, mais ça ne règle pas un certain nombre de problèmes fondamentaux qui est notamment celui de favoriser la réhabilitation par rapport au neuf, de se poser la question des besoins en construction neuve et en ne s'arrêtant pas, je dirais, au grand principe qui est de celui qu'il faut absolument construire de plus en plus parce qu'il y aurait des besoins. Oui, aujourd'hui, il y a une crise du logement qui est
qui est connu, mais je pense qu'il faut qu'on distingue, on n'aura pas le temps ici, mais que je préfère le dire quand même, qu'on distingue la crise d'un modèle d'activité qui est la crise des promoteurs, et je le dis en premier, je suis promoteur, de la crise du logement, qui c'est pas du tout les mêmes sujets, ils sont un tout petit peu liés, mais on ne parle pas des mêmes sujets. Et donc nous, on a intégré le sujet du ZAN il y a quelques années, donc on ne travaille plus que sur des terrains urbanisés. Donc c'est une contrainte. On passe notre journée, et je passe ma journée, à renoncer à des projets qu'on pourrait faire, qui réglementairement seraient autorisés, et qu'on pousse à ne pas faire parce que ce n'est plus dans notre ADN. On a intégré le ZAN intégralement dans nos activités aujourd'hui. Pareil sur la construction neuve, quand on en fait, on s'est imposé une grille de critères d'une dizaine de critères qui sont notamment le bas carbone, mais aussi la biodiversité, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, etc., qui fait que on va ou on ne va pas sur une typologie d'opération. Et on a à cœur de pousser tous ces critères au maximum. On a eu quelques discussions récentes. On pousse ces sujets, notamment sur la biodiversité, notamment sur les sujets de pleine terre. Je dirais, quelle que soit la typologie de discussion qu'on va avoir, soit avec un propriétaire, soit un élu, on souhaite qu'il y ait de la pleine terre, par exemple, sur nos opérations. Mais je reviens à mon sujet de prime au vice qu'on aimerait bien transformer en prime à la vertu. Ça coûte toujours plus cher aujourd'hui d'utiliser des matériaux recyclés que des matériaux neufs. Donc il faut avoir une certaine conscience de l'état de la situation, de se dire, bon, ben, tiens, sur ces opérations, allez, je vais payer 25% plus cher, j'aurai mes matériaux peut-être dans 3 mois, mais je vais me prendre des matériaux recyclés plutôt que de passer une commande en Chine ou je ne sais pas où et de se faire livrer le lendemain matin. Donc c'est toujours le même sujet. Ça coûte plus cher de réhabiliter un bâtiment et d'essayer de le conserver et conserver le carbone qu'il a déjà coûté que plutôt de repartir sur du neuf. Et ça, ce sont des problématiques de réglementation, de fiscalité, de TVA, de taxes d'aménagement, de mètres carrés supplémentaires pour les opérations qui sont spécifiquement... voilà, tout ça, c'est des sujets finalement d'organisation générale de l'activité économique. Merci beaucoup Mathias. Jérôme, tu voulais peut-être réagir sur cette question de prime au vice, ou moi j'avais une question un peu à tous les deux. Donc aujourd'hui, on sent que des entreprises ont envie de faire autrement, mais restent-elles, malgré un système qui ne favorise pas et qui est une prime au vice, mais du coup, restent-elles rentables, et où est-ce que les actionnaires de ces entreprises sont prêts à gagner moins d'argent ? Très bonne question. Je dirais que non, mais c'est pour ça qu'on va réagir peut-être aussi à la question de régénération ou d'entreprise régénérative. C'est très à la mode en ce moment. Ouais, 1 minute, je te dis juste ça. Pour faire bouger une entreprise sur la question du climat, de la biodiversité, il y a 3 niveaux d'intensité. 1, tu réduis ton impact. Bon, ok, niveau 0, enfin niveau 1. 2, tu essayes de réfléchir à ton modèle d'affaires. Par exemple, tu vas passer d'une économie de production à une économie d'usage ou de fonctionnalité. Je ne produis pas pour vendre, je produis pour vendre des services. Donc, par exemple, sur la voiture, c'est assez évident, j'en produirais certainement 50, 100% de moins. Et quand on sait qu'une voiture est utilisée en moyenne 10% dans sa durée de vie, c'est un peu idiot. Et puis, 3e niveau, c'est ce que tu as énoncé, c'est la question du renoncement, qui est évidemment le plus dur, la redirection écologique, le renoncement. Donc, on voit qu'il y a toute une palette d'intensité de l'action. Après, dire qu'un territoire est régénératif, pourquoi pas ? Que l'économie, à la limite, est régénérative. Ok, ça commence à chatouiller, mais dire qu'une entreprise est régénérative, là, je vais être un peu familier, pardon, c'est se foutre de la gueule du monde. Parce qu'une entreprise, par essence, détruit l'environnement, a un impact négatif sur l'environnement. Alors qu'on mette en place des mesures correctives pour réduire, pour repenser, mais en fait, on en est tellement pas là que c'est comme une sorte de paravent, de dire maintenant toutes les raisons d'être des entreprises, ça va être regenerate for a better world. Mais alors quand tu vas derrière, tu analyses les chiffres, il n'y a rien qui est mis en place. Ou de façon extrêmement parcellaire. Donc je pense que oui. Et il y avait d'ailleurs, alors oui, maintenant pour répondre à ta question, est-ce que l'entreprise agit ? Bien sûr qu'elle agit. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place. Et il y a des entreprises comme Redman, comme d'autres, qui essayent à leur niveau de mettre des choses en place. Et donc on peut se réjouir, d'ailleurs qu'il faut mettre en avant ce que font des entreprises, il y en a plein partout, Interface, mais enfin ça c'est classique, il y en a plein qui remettent en cause, qui pensent, etc., qui essaient de bouger. Après, quand tu parlais des actionnaires, je pense qu'il y a un vrai souci,
c'est que 0,2% aujourd'hui des actionnaires sont formés à ces questions-là. Donc, par exemple, dans le grand défi, il y avait une proposition qui était remontée, qui était de rendre obligatoire la formation des actionnaires professionnels, à l'IFA, etc., pour pouvoir exercer son mandat. Ce que je trouve très intelligent de la part des délégués, parce que sinon tu n'es pas au courant, tu ne peux pas comprendre l'impact que ça aura sur ton entreprise, donc tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. Donc oui, aujourd'hui, il est possible d'être rentable. Maintenant, il faut aussi, je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure, mais que l'État mette en place des réglementations pour inciter à la vertu, pour aider les entreprises qui aident, plutôt que pour l'instant, si tu veux, il y a quand les appels d'offres publics. Je suis désolé, c'est pas encore les plus vertueuses qui sont récompensées, pas du tout. Donc comment on s'en charge ? Ça aussi, c'était évidemment dans les propositions du grand défi. Et c'est fondamental qu'on arrive à bouger ça pour que des choses concrètes se mettent en place et que les meilleures entreprises, entre guillemets, sur ces questions, soient récompensées, soient mises en avant et puissent se développer. Parce qu'on n'est pas contre la croissance, bien évidemment, mais on est contre une certaine forme de croissance. Ça veut dire quoi ? Croître ? Ça, et qu'est-ce qu'on mesure ? On en revient à cette question-là. Mais merci beaucoup Jérôme. Donc effectivement, on a intitulé cette journée Régénération et on se situe bien au niveau du territoire. France Ville Durable, c'est la logique territoriale toujours, qui dépasse d'ailleurs les frontières administratives des collectivités, etc. Et le côté symbolique, c'était cette idée, ou pédagogique, je dirais, du mot régénération, c'est grosso modo, de manière très simpliste, il ne suffit plus d'arrêter de mal faire. Maintenant, il faut réparer ce qu'on a mal fait. Voilà. C'est-à-dire, on n'en est pas encore à arrêter de mal faire, mais on dit qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut dès maintenant penser à réparer en plus d'arrêter de mal faire. Voilà, grosso modo, la logique, et on verra si c'est quelque chose qui prend avec les différents acteurs. Alors, j'aimerais quand même bien redonner la parole, peut-être... est-ce qu'on peut... Je crois qu'on avait 2-3 questions dans le chat. On a encore le temps ? Une ou deux ? Comment ? Ah, c'est eux qui font le chat aussi. Ouais, mais ça je sais, mais tu m'as dit que je devais prendre des questions dans le chat. C'est fini. Il n'y a pas de questions. Alors moi je veux bien prendre une ou deux questions dans la salle, quand même. Une ou deux questions dans la salle. Juste une pour nos intervenants et après on laissera la parole aux comédiens. Monsieur, c'est Christian, je ne l'avais pas reconnu dans le noir. Christian Brodague. Quelqu'un lui donne un micro s'il vous plaît ? Ouais, désolé, c'était pas prévu l'équipe là. Je vous ai un petit peu pris de court. Juste une question, enfin une réflexion par rapport à ce qui s'est dit. On dit il y a beaucoup de concepts qui arrivent toujours. Le concept de développement durable, il y a 35 ans, écrit par Brundtland, disait répondre aux partis, etc., aux générations futures. Mais après, il y a la deuxième composante, c'est deux notions sont inhérentes au développement durable. Un, le concept des besoins et principalement des besoins des plus démunis. Donc la question du bas du... Et deuxièmement, le concept de limitation de nos technologies et de notre organisation sociale par rapport à la capacité de l'environnement à fournir nos besoins. Cette deuxième phrase est juste après la première, toujours oubliée. Et donc on a, et il y avait même d'ailleurs à Rio, la première conférence de Rio, éliminé les modes de production non durables. Tout ça, ça a été pas mis en œuvre. Donc, ce n'est pas le concept qui pose problème, c'est sa mise en œuvre. Et je finirai sur la question, on a évoqué la question carbone par rapport à développement durable. Il y a eu des bagarres politiques très précises. C'est-à-dire, alors moi, je mets un peu les pieds dans le plat, parce que j'étais délégué interministériel. On avait mis en place à l'époque des agendas 21 locaux, avec un système de labellisation, avec un accompagnement de tout ça, est arrivé... Borloo, sous l'influence d'un certain... Enfin bon, tout le monde le connaît. On a dit, on fait que du carbone. Moi, dans les yeux, avec Borloo. C'est trop compliqué, vos histoires de développement durable. Bon, avec le carbone, on va pouvoir mesurer. Et on a viré le développement durable. Donc, je veux dire, il y a quand même une question collective. Et donc, on voit demain la Commission européenne, c'est le carbone. Alors, c'est très bien. Je n'ai rien contre ce qui va se passer demain, mais il faut réintroduire quand même cette question de durabilité. C'est le but de la journée de demain. Et ça, c'est un vrai problème. Et ce n'est pas une bagarre simple parce que la transversalité, on n'aime pas, on préfère les silos. Hein. Mais merci Christian. Le but de la journée de demain, c'est exactement ça. Nous aussi, on a été vraiment un appel à projet européen qui dit 100 villes climatiquement neutres et intelligentes, point. On s'est dit, mais
zut, encore une fois, plein d'argent qui ne va pas forcément aller dans une direction assez efficace. Et donc le but de demain, c'est, alors on va garder l'idée de la décarbonation, mais c'est de montrer comment on peut toucher la décarbonation en utilisant la réponse à l'ensemble des autres limites. C'est retrouver une vision holistique, parce qu'il manque cruellement quand même au fonctionnement de nos politiques publiques. Je vais me faire... je sais que je suis en train de dépasser, mais peut-être, Natacha, Judith ou Brigitte, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Est-ce que vous préférez, comme vous voulez? En tout cas, Natacha, ça peut être intéressant parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu as sorti ce concept qui était absolument inconnu en France il y a 10 ans ou très peu, et tu me disais il y a quelques jours que tu étais harcelé de demandes d'intervention partout, par toutes les catégories professionnelles. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer autour de ces limites. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, ouais, si ça marche. Oui, et pour rebondir avec change de casquette, je prends ma casquette de prof, donc à Mines Saint-Étienne, une école d'ingénieurs. On est hyper sollicité aussi par les jeunes qui ont vraiment des très fortes attentes, parce que alors, voilà, encore une fois, ça défend lycéens pro ou les lycéens que nous, on voit en école d'ingé. Il y a effectivement des enjeux là-dessus. Mais il y a pas mal d'entreprises aussi qui viennent vers nous en nous disant, nous, on a besoin de changer nos pratiques et d'intégrer les enjeux dont vous parliez, parce que sinon, on n'arrive pas à recruter. Et que pour recruter, on a besoin de changer. Et les jeunes nous ont d'abord poussé, parce qu'ils nous ont quand même beaucoup bousculé aujourd'hui, les directeurs d'école d'ingé. Ces thèmes-là, ils sont à fond dessus, alors qu'il y a 5-6 ans, ils ne savaient pas ce que c'était. Et les jeunes, ils arrivent, et je pense qu'ils vont aussi changer aussi dans les collectivités locales. Je pense que voilà, il faut être prêt aussi à les aider et à ne pas les laisser seuls face à tout ça. Merci. Alors Judith, vas-y, je t'en prie. C'était une micro-réaction par rapport à ce qui a été dit dans la table ronde précédente, et à la fois dans les résultats que présentait Guénaël. En fait, moi, je retrouve beaucoup ce que j'entends quand on met des citoyens ensemble pour discuter de leur mode de vie aujourd'hui, qui sont pleins de contraintes, mais qui ont déjà beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'en fait, en 5 ans, beaucoup d'habitants ont fait considérablement bouger leur mode de vie. Le rapport à la voiture a complètement changé, le rapport à l'alimentation, à la consommation, y compris pour des questions parfois de budget. Mais en fait, les modes de vie ont changé et changent très très fortement, et c'est un peu infra, quoi. On ne se rend pas forcément compte. Et on parlait beaucoup, Virginie l'évoquait, sur l'importance d'avoir ce dialogue entre les élus et les citoyens, mais il y a une importance de recréer des espaces, c'est dit aussi dans l'étude de l'Obsoco, d'échanges entre les citoyens qui ne sont pas dans les cadres associatifs habituels, parce qu'en fait, ils s'apprennent eux-mêmes des solutions et des manières. C'est-à-dire que cette pédagogie, si je puis dire, elle se fait aussi entre pairs et pas forcément d'une manière organisée, plus institutionnelle ou plus descendante. Vraiment, je voulais insister là-dessus. On a accompagné des grands ateliers des modes de vie à Nantes Métropole récemment, et c'était vraiment un des enseignements principaux, c'est ce que s'apprennent les citoyens les uns des autres et se rendre compte. La collectivité était vraiment étonnée de tout ce qui est déjà à l'œuvre, et que pour le reste, il y a besoin d'en discuter. Et il y a des résultats quand même qui sont très contradictoires dans l'étude de l'Obsoco, dans l'Observatoire, et notamment par exemple ce rapport entre l'envie d'un logement qui ressort extrêmement fortement sur un lieu d'intimité. Ça ne veut pas dire forcément que c'est grand. Ça ne veut pas forcément dire que c'est en habitat pavillonnaire. Donc il y a des choses, il y a vraiment des marges de travail énormes. On a beaucoup travaillé là-dessus dans ce grand atelier pour réinventer des nouvelles manières d'habiter intergénérationnelles, où on partage des choses modulaires. Donc ça, c'est un point important. C'est pas forcément que du pavillon ou que du collectif. Il y a plein d'entre-deux à inventer. Et puis l'autre point, c'est que quand un des résultats, moi, qui m'a interpellée, cette question du rapport à la distance au travail. C'est pas si important. En fait, à un moment donné, il faut aussi se poser et se dire, en fait, si. C'est un impact énorme, le fait qu'on doive se déplacer loin pour aller travailler. Et donc, pour autant, les gens sont contraints. Et donc, comment on réinvente des nouvelles manières d'aménager le territoire? Ce que je dirais, c'est que des résultats comme ça ne veut pas dire qu'il faut prendre telles quelles les aspirations des citoyens, mais en créer une occasion de débat sur c'est quoi la ville qu'on a envie de vivre ensemble. Voilà, je voulais juste insister là-dessus, et ça se construit partout, et c'est vraiment super. Brigitte, un dernier mot ? Oui, moi je voulais simplement insister sur le fait que pour construire de nouveaux corpus, il y a besoin de délibération entre acteurs, d'appropriation.
Et je trouve que quand même le concept des limites planétaires et le donut ont des vertus assez pédagogiques. Enfin, c'est quelque chose qui est parlant par rapport à la manière dont on peut présenter les transitions actuellement. Et il y a un enjeu quand même de bascule vraiment culturelle. Au niveau des agences d'urbanisme, on va consacrer notre prochaine rencontre à la transformation culturelle des territoires. Et s'il n'y a pas ce changement des représentations, on a peu de chances d'y arriver. Donc, je pense que ces nouvelles formulations de concepts qui sont beaucoup plus holistiques, transversales, aident aussi à rendre intelligibles les transformations. Merci d'applaudir nos intervenantes et intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que maintenant, c'est Échappée Belle qui va vous poser des questions. Donc, restez là, c'est pas fini du tout. Hein. Ça n'est pas terminé. Et je vous laisse la place. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, vous allez voir, c'est un concept très novateur de nuage de mots, mais qui n'utilise aucune donnée, qui n'envoie aucune donnée sur le cloud et qui n'utilise aucun paperboard. Voilà, tout simplement, nous allons récolter en direct vos rapports d'étonnement, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des choses ce matin, et la matinée a été dense, des chiffres, des mots qui vous ont choqué et qui vous ont fait rêver? Si oui, n'hésitez pas à les partager maintenant, on se donne 3 minutes. Allez-y, à la volée, vous pouvez nous envoyer vos rapports d'étonnement. Qu'est-ce qui, là, maintenant, est le petit mot qui vous étonne? Donut. Donut. Wow. Ou des donuts. Justice. Ok. Fiscalité. Oh, très joli mot. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Prime au vice. What else? Georges Clooney. Georges Clooney. Très bien, il est dans nos esprits aussi à tous, à chaque seconde. Donc on voit le nuage de mots qui est en train d'apparaître. Allez-y, lancez tous les mots qui vous ont interpellé à encore quelques instants. Peut-être même dans le chat, à distance aussi, des emojis. Triple capital. Wow. Yes. Ok, c'est bien, vous avez bien suivi, vous passerez au second trimestre. Ok. Donc je ne sais pas si pour amplifier on va microphoner, attacher les mots entre eux pour que ça fasse... Plus de 80% des enfants dans les années 80 qui allaient à l'école à pied. Ouais. Voilà, donc c'est plus... Encore quelques-uns. Le mur. The wall. Ah oui, on se l'est déjà pris, c'est ça? Le mur qu'on s'est déjà pris il y a longtemps et qu'il faut... Très bien. Peut-être la phrase du secrétaire général de l'ONU, justement, qui dit « On est en route vers l'enfer et avec le pied sur l'accélérateur ». Oh oui. Je réamplifie pour la distance. Tous ensemble, le collectif. On est en route vers l'enfer et on appuie le pied sur l'accélérateur. Tous ensemble. Ah, ce qui nous reste à sauver. Ce qui nous reste à sauver. Merci. Allez, une dernière pour la route. Il n'y a pas la pression, hein, mais elle doit être parfaite. Et vous ne serez pas évalué sur ça, tous les mots sont les bons. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Forever the first. Tomorrow never die. Demeure jamais. Et au service secret de Sa Majesté. Voilà, on a... Ça, c'est parti pour les références. Oui, on revient à Churchill. Merci à vous tous et toutes. Alors, nous vous proposons la suite, ou plutôt, nous vous proposons ce qui a été Jacques. Ben oui, parce que c'est notre rapport d'étonnement à nous. Alors, effectivement, tout se serait joué il y a 200 ans. Nous nous permettons de revisiter totalement cette hypothèse. A priori, les choses ont commencé il y a bien plus longtemps. Et en parlant de temps d'ailleurs, est-ce que c'est bien le temps dont on dispose qui est affiché ici? Parce que nous, on en a pour à peu près 200 ans de récap. 10 minutes. 10 minutes, on est fou. C'est super. C'est génial. Eh bien, donc c'est parti. Donc l'histoire, ou presque. C'est parti. Adèle. Ève. Oui. J'ai faim. Ah oui, moi aussi. Je viens de me prendre une pomme.
Juste une pomme, je fais attention. Une pomme? Oui, 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 juste une pomme. Ah, mais je peux goûter? Mais je sais pas, parce que le serpent qui me l'a donné, il a dit que c'était que pour moi. Mais oui, si tu veux... C'est pas juste! Non, je peux te donner la pomme. Justice! Oui. Moi aussi, je veux bien la moitié de la pomme! Eh bien, la prochaine pomme, je te donnerai la moitié, Adin. Mais elle arrive quand, la prochaine pomme? Je sais pas, je vais lui demander. Attends, je lui demande. Regarde, il y en a, tiens. Ah! Oh là une là. entière? Oui, je sais pas. Hein. Eh ben, Bah, je t'en prie. du don. Oui, bah voilà, c'est une pomme, après... Oui. Attends. Mais tu sais que... Tu sais l'intuition que j'ai, là? Vas-y. C'est que je vais planter ça, Ouais. tiens, tous les autres, là, Ok. et je vais te faire du pommier, en veux-tu, en voilà, moi. Ok. Les Tu arbres. sais quoi, je vais... Le champomis, c'est Bibi. Oui. Ouais, du cidre, c'est Bibi. D'accord, bah. La compote, c'est Bibi. Ouais. Bon, ça, je vais en planter du pommier, ça va pulser, hein. Ouais, non, mais juste une pomme, sinon... Non, mais Oui, on va bah- produire. Oui. D'ailleurs, nous, faudrait qu'on s'y mette. Ah, ouais, bah ouf. Ah, ça m'a donné mal à la tête, toute cette T'as mal à la pétine. En tout cas, Quel on ne sait pas film. trop si ça s'est passé comme ça. Petit bond dans l'histoire, grand bond dans l'histoire, de toute façon, ou presque l'histoire. Salut Grook, Salut Grog. je suis en train de terminer ma présentation PowerPoint. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si le message est clair. Ça, le Mais- bison, là. Là, le bison, c'est une sorte d'allégorie Ah ouais? des dangers climatiques et des enjeux qui sont face à nous. Hein? Ensuite, là, nous Ouais. qui courons loin du bison, Ouais. forcément. Et là, c'est un poney. Mais juste parce que j'ai trouvé ça joli. Ah, on dirait un Paris-Brest. Ouais, alors je sais pas si les gens vont comprendre le message, Non. j'espère que oui. J'ai ramené un mammouth. Ah, oh, Un mammouth, ça, pour faire 0,5 g de viande, faut au moins 35 litres d'eau. ah ouais. C'est dingue. Oui, mais il y a au moins 200 kilos de laine aussi avec, donc c'est ça qui est chouette. Ah ouais, super. Génial. Bon, je vais nourrir les 30 enfants. Allez, Ou presque. dis donc. Oui. Ouais, Merci vous. Faudra quand même penser à isoler la grotte parce que ouais, pas de porte, pas de mur, c'est quand même pas top. ouais. Et on aime bien les murs. Faudrait appeler l'ADEME. Là quoi? Un peu plus tard. Oui, alors... excusez-moi. Oui. Voyez, on Ouais. est assez haut de plafond. Ouais, alors ce qui est particulier, Ouais. c'est ce choix mural. Oui, bah voilà. C'est-à-dire que vous avez choisi beaucoup d'emprise au sol, hein. Oui, alors, Ouais. faut savoir que oui, au sol on est à peu près à 1200 mètres carrés, Ah. mais loi Carrez on est beaucoup moins. Parce que forcément avec la pente... Of course. Tout ça. donc voilà. Dites-moi les matériaux là, c'est biosourcé ou pas? Mais bien sûr que c'est biosourcé. Ah bon? Bien sûr, regardez, c'est de la pierre locale. Ouais. Et tous nos esclaves également ont été locaux et bio. Voilà. Et oui, on fait attention quand même. Circuit court. Circuit court toujours. De l'esclave Les bio, couloirs- mais ça c'est bon ça. Ah bah oui, faut innover quand même. Très bien. Les couloirs sont étroits par contre, Et si vous me permettez. le bail, c'est pour combien de temps? Le bail, bah, vous en avez pour l'éternité. Hein. Ah, Quand on ferme la porte, hein, on ressort plus. bon, Ouais. je vais réfléchir. En ce moment, les taux d'intérêt sont un peu élevés. Ceci dit, il n'y a rien à faire autour, hein. Vous verrez, c'est un peu le désert. Oui, j'ai vu en arrivant. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de. Non, il n'y a pas de nature, mais bon, ça, les autres verront ça après. Ok, je vais réfléchir un peu. Ouais, bah vous êtes sûr parce L'accès, que... j'ai pas vu de d'accès, enfin de douche, de Non, Non. Y a pas d'eau. Non, pas trop besoin là. Je vais réfléchir. Oui, bien sûr, n'hésitez pas, ça part vite, ça part par vite. contre, je vous suis parce que j'ai aucune idée Oui, de. non, c'est pas ici, tout simplement. Ok. Bon. Il y a l'hier, mais il y a aussi l'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, ce sont celles et ceux dont vous avez parlé, celles et ceux que nous sommes, tout en étant restés assis, ici, à les rencontrer. Cours de Belzins. Cours Belzins Cours de... Cours Belzins. Cours Belzins. Ouais, on est- Nous sommes allés rencontrer ces gens qui habitent ces villes durables. Qu'ont-ils à dire pour aujourd'hui, pour demain? Eh bien, tout de suite, découvrons-le. Alors je suis content parce que j'ai réussi finalement à atteindre le niveau 0. 0. 0 facture électricité, 0.
Gaz, 0. Moi, transport, 0. Je fais tout à pied. Franchement, confort. J'ai un réseau social de dingue. Je connais un monde fou, quoi. Tous les jours, je croise un monde complètement dingue. Ah ouais. Mon logement? Franchement, la classe. J'ai rien de mieux, quoi. Comment? Ouais, en ce moment, c'est... Vous auriez un ticket resto, s'il vous plaît? Non? Vous pouvez pas me dépanner de 2 euros? Non? Bon, j'essaie de trouver quelque chose. Allez, viens, Ralph, viens. Oui. Oh, oh bah c'est décidé, hein, on n'a qu'une vie, moi je plaque tout. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de quitter mon chez-moi qui est aussi décrépit que chez moi. Bah ça oui. Je vais aller pas des flots-fleuris la semaine prochaine. Voilà, bah faut bien bouger quelque part en tout cas. Mais voilà, oui, c'est pas parce que je suis âgée que je m'en fous du futur. D'ailleurs, je soutiens complètement mes enfants et mes petits-enfants qui ont décidé de faire des économies de gasoil en venant plus me voir. Bravo les loulous. En tout cas, moi, je leur tricote des petits pulls pour qu'ils aient chaud cet hiver. Faut bien penser à eux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Ginette parle trop. C'est une chaîne YouTube. Et écrivez en majuscule dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je suis dure de la feuille. Bon, si ça vous dit, moi, je vais à une réunion locale. Il paraît qu'ils vont fermer notre compte. Alors, moi, je vais aller râler, hein. Notre compte, je sais pas de quel compte ils parlent, mais je vais aller râler. Hein. Ça, ils vont m'entendre. Hein. Comment? Ma ville? Alors, permettez-moi de donner mon avis sur la ville. Moi, ma ville? Alors là, on atteint des sommets, quoi. Vous savez quoi, depuis chez moi, maintenant, ce que je vois, des arbres, quoi. Franchement. Alors, oui, les Français râlent. Oui, je vois quoi? De la verdure depuis chez moi. Les gens se réunissent au pied de mon immeuble. Alors, tous les jours, ils causent entre eux, quoi. Alors, on n'a rien demandé. Et voilà, ils sont tous en train de se réunir. Ils créent des associations. Non, mais franchement, on va où? Alors, non, bon, tranquille. Moi, j'aimais bien quand j'allais au vélo. Ça permettait de se friter. Hein? Avec les pare-chocs, il y a des pistes cyclables. Maintenant, ils ont mis des pistes cyclables. Alors, j'ai la moutarde ici. Hein. Alors là, j'en peux plus. Hein. Franchement, là c'est maximum. C'est maximum. Vous savez quoi? Je vais lui dire à mon maire. Ok, ça me fait mal au cœur. Mais merci. Oui. Mais merci. Il s'arrête pas d'innover. Vous voulez de l'herbe? Ça vous dit, discrètement? Ah non, pas du cannabis, attention, hein, c'est fini, hein, plus de ça entre nous. Non, là, j'ai trouvé un bon filon, c'est les biophiles. Et là, j'ai des pâquerettes. J'ai un poster dédicacé de Kate Richards. C'est génial, ils adorent ça, les biophiles. Là, et vous savez, niveau biodiversité, j'ai des hérissons et des rouges-gorges. Bon j'ai pas trouvé sur place, alors c'est un rat sur lequel j'ai collé des punaises, et là c'est un pigeon que j'ai peint en rouge un peu, mais j'espère que ça passera. Voilà, les yuccas? Ouais non, là les yuccas les gars, faut arrêter. Ouais, c'est de la bonne cam, hein. C'est du yucca en bioponie et tout, mais là je vais livrer ça à un regroupement de biophiles. J'ai eu un super pilon. France-Ville durable, je peux vous dire que ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris tout mon stock. C'est génial. Allez, je vais les livrer. Salut. Merci beaucoup. C'était notre petit regard. Merci. Bien sûr, nous ne répondons pas de la véracité scientifique ou historique, mais à peu près quand même, c'était à peu près ça. Merci pour cette matinée. On rend la main peut-être, on entend « Ah, couige ! Un estomac gargouillé ?» Ce pourrait-ce. Mais il y a peut-être des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. On vous invite à poursuivre les échanges, mais je vous rassure, autour du déjeuner, retour à 14h25. 14h25. On passera parmi vous voir tout à l'heure pour vous dire « Allez, on reprend. Bon appétit !» Bon appétit. Bravo, les esprits sont là, mais les corps sont ici.